En 1921, lors d'une intrusion dans un monastère tibétain isolé, des chercheurs britanniques auraient mis au jour une méthode de respiration si singulière qu'elle aurait ensuite été classée, puis enterrée dans le silence pendant plus d'un siècle. Non pas parce qu'elle ne valait rien, mais peut-être parce qu'elle touchait à quelque chose de trop direct, trop intime, trop puissant. Une manière d'agir sur l'esprit sans passer par des années de discours, de lutte intérieure ou de discipline écrasante. Et si le véritable levier N avait jamais été caché très loin? Et si ce levier avait toujours été en vous, dans ce geste automatique que vous répétez du matin au soir sans même le remarquer? Respire. Cela peut sembler excessif au premier abord. Pourtant, allez jusqu'au bout. Car ici, il ne s'agit pas d'un développement personnel creux, ni d'une promesse vague enveloppée de mysticisme. Ce qui rend cette histoire troublante, c'est que la neuroscience moderne commence justement à éclairer ce que certaines traditions anciennes semblaient avoir compris depuis longtemps. Le souffle ne sert peut-être pas seulement à maintenir la vie. Il pourrait aussi modifier l'état dans lequel votre cerveau interprète le monde. Le nom donné à cette structure est simple, presque codé. La porte 111. Selon cette transmission, il ne faudrait pas des mois pour ressentir un déplacement intérieur, mais moins de 7 minutes. 7 minutes un rythme précis pour influencer la façon dont le cerveau se synchronise, dont le système nerveux se calme, et dont la conscience cesse de tourner en boucle dans les mêmes schémas. En d'autres termes, il existerait un raccourci neurophysiologique, là où le monde vous répète qu'il faut souffrir longtemps avant d'espérer changer. On vous dit souvent qu'il faut accumuler les méthodes, ajouter des routines, corriger votre mental, contrôler vos pensées, réparer votre passé. Mais si votre état intérieur pouvait commencer à basculer à partir d'une architecture respiratoire exacte, alors la question devient beaucoup plus dérangeante. Combien de vos limites actuelles viennent réellement d'un manque de volonté? Et combien viennent d'un système nerveux resté bloqué en mode survie? C'est là que cette technique devient fascinante, parce qu'elle ne présente pas le souffle comme une simple fonction biologique, mais comme une clé capable d'agir sur les circuits qui filtrent votre perception, vos émotions, votre clarté, et peut-être même votre sensation de réalité. Mais ce N est encore que le début, car ce qui se produirait au 111e souffle est précisément la raison pour laquelle cette pratique aurait été gardée secrète. Voulez-vous que je continue avec la partie 2? En 1921, dans un monastère tibétain pris d'assaut, des chercheurs britanniques auraient découvert une technique de respiration si singulière qu'elle fut ensuite classée, puis enfouie dans le silence pendant plus d'un siècle. Non pas parce qu'elle était inutile, mais parce qu'elle semblait toucher à quelque chose de trop puissant, trop direct, presque trop libre. Selon ce récit, ce qui a été trouvé ce jour-là, N, était ni un texte religieux ordinaire, ni une simple pratique de méditation. C était une structure respiratoire précise, transmise comme une clef. Une clef capable de modifier l'état du cerveau en moins de 7 minutes. Oui, 7 minutes seulement. Et si cela paraît difficile à croire, allez jusqu'au bout. Car ce qui suit N a rien d'un discours vague de développement personnel. Le nom donné à cette méthode est presque cryptique, la porte 111. Ce qui intrigue, ce N n'est pas seulement son origine ancienne. C'est le fait que la neuroscience moderne commence, lentement, à éclairer ce que certaines traditions semblaient déjà savoir. Le souffle ne sert peut-être pas uniquement à maintenir le corps en vie. Il pourrait aussi influencer la manière dont votre système nerveux traite le monde, dont votre esprit interprète le danger, dont votre attention se fixe et dont votre conscience revient jour après jour, au même schéma. On vous répète souvent qu'il faut des années pour changer profondément. Des années de thérapie, de retraite, d'efforts mentaux, de routines, de corrections intérieures. Mais si une partie du problème ne venait pas d'un manque de volonté, si elle venait d'un système nerveux resté bloqué dans un état d'alerte chronique, si votre cerveau ne manquait pas de potentiel, mais de signaux assez clairs pour quitter le mode survie, c'est précisément là que cette technique devient fascinante. Elle suggère qu'un simple changement de rythme respiratoire pourrait agir comme un raccourci neurophysiologique, non pas pour fuir la réalité,
mais pour sortir de la boucle interne qui vous maintient tendu, dispersé, dépendant du stress et déconnecté de vous-même. Dit autrement, le souffle pourrait être bien plus qu'une fonction automatique. Il pourrait être, un des rares accès directs à l'architecture de votre état intérieur. Une façon d'agir sur la source, plutôt que de combattre sans fin les symptômes. Mais ce N est encore que l'entrée du sujet. Car ce qui se produirait au 111e souffle serait précisément la raison pour laquelle cette méthode aurait été gardée secrète si longtemps. Voulez-vous que je continue avec la partie 2? En 1921, dans un monastère tibétain pris d'assaut, des chercheurs britanniques auraient découvert une technique de respiration si singulière qu'elle fut ensuite classée, puis enfouie dans le silence pendant plus d'un siècle. Non pas parce qu'elle était inutile, mais parce qu'elle semblait toucher à quelque chose de trop puissant, trop direct, presque trop libre. Selon ce récit, ce qui a été trouvé ce jour-là, était ni un texte religieux ordinaire, ni une simple pratique de méditation. Était une structure respiratoire précise, transmise comme une clef capable de modifier l'état du cerveau en moins de 7 minutes. Oui, 7 minutes seulement. Et si cela paraît difficile à croire, allez jusqu'au bout. Car ce qui suit a rien d'un discours vague de développement personnel. Le nom donné à cette méthode est presque cryptique. La porte 111. Ce qui intrigue, ce N est pas seulement son origine ancienne. C'est le fait que la neuroscience moderne commence, lentement, à éclairer ce que certaines traditions semblaient déjà savoir. Le souffle ne sert peut-être pas uniquement à maintenir le corps en vie. Il pourrait aussi influencer la manière dont votre système nerveux traite le monde, dont votre esprit interprète le danger, dont votre attention se fixe et dont votre conscience revient, jour après jour, au même schéma. On vous répète souvent qu'il faut des années pour changer profondément. Des années de thérapie, de retraite, d'efforts mentaux, de routine, de corrections intérieures. Mais si une partie du problème ne venait pas d'un manque de volonté, si elle venait d'un système nerveux resté bloqué dans un état d'alerte chronique, si votre cerveau ne manquait pas de potentiel, mais d'un signal assez clair pour quitter le mode survie, c'est précisément là que cette technique devient fascinante. Elle suggère qu'un simple changement de rythme respiratoire pourrait agir comme un raccourci neurophysiologique, non pas pour fuir la réalité, mais pour sortir de la boucle interne qui vous maintient tendu, dispersé, dépendant du stress et déconnecté de vous-même. Dit autrement, le souffle pourrait être bien plus qu'une fonction automatique. Il pourrait être, un des rares accès directs à l'architecture de votre état intérieur. Une façon d'agir sur la source plutôt que de combattre sans fin les symptômes. Mais ce N est encore que l'entrée du sujet. Car ce qui se produirait au 111e souffle serait précisément la raison pour laquelle cette méthode aurait été gardée secrète si longtemps. Voulez-vous que je continue avec la partie 2? Sur une dalle ancienne, une formule revenait comme un avertissement autant que comme une promesse. 3 portes, un souffle, des mondes infinis. C'est là que la technique 111 prend toute sa densité, car elle ne repose pas sur une respiration vague ou improvisée. Elle repose sur une architecture, une séquence simple en apparence, mais d'une précision remarquable. Le nombre 111N n'est pas présenté comme un symbole décoratif. Il représente un passage, une montée progressive vers un seuil intérieur. Selon la logique de cette tradition, chaque souffle prépare le suivant. Chaque cycle affine l'état du système nerveux. Chaque répétition réduit un peu plus le bruit mental ordinaire. Autrement dit, ce N n'est pas la complexité qui produit l'effet. C est la régularité, la constance et l'exactitude du rythme. La structure est la suivante. Inspirez pendant 4 temps. Gardez l'air pendant 4 temps. Expirez pendant 8 temps. Puis restez dans le vide pendant 2 temps. Et recommencez, encore et encore, jusqu'à atteindre 111 respirations. La première phase, l'inspiration sur 4 temps, agit comme une activation contrôlée. Elle réveille l'attention sans créer de tension excessive. Le corps reçoit un signal de présence. L'esprit cesse de flotter.
quelque chose se rassemble. Sur le plan de l'expérience, beaucoup décrivent ici une sensation de recentrage, comme si énergie dispersée revenait vers un axe plus stable. La deuxième phase, la rétention sur 4 temps, joue un rôle d'intégration. Elle immobilise brièvement l'élan automatique. Ce court maintien oblige l'attention à rester au même endroit. Il y a moins de fuite mentale, moins de fragmentation. Le cerveau commence à synchroniser plusieurs centres de traitement au lieu de laisser l'esprit courir dans toutes les directions. C'est un moment discret, mais essentiel. La troisième phase est l'expiration sur 8 ans, et souvent le vrai basculement. Parce qu'elle est plus longue, elle invite le système parasympathique à prendre davantage de place. Le rythme intérieur ralentit, la vigilance ne disparaît pas, mais elle cesse d'être crispée. On entre dans une forme de calme lucide, pas endormissement, pas apathie. Une détente attentive, beaucoup plus rare qu'on ne le croit. Puis vient la phase la plus étrange, le vide sur 2 temps, 2 temps seulement. Et pourtant, c'est là que la méthode prend une profondeur particulière. Dans ce très bref intervalle sans air, il existe comme une faille dans le récit habituel du mental. Une suspension, un espace minuscule où la pensée consciente recule légèrement. C'est peut-être ce passage que les textes anciens considéraient comme une porte. Et lorsque cette séquence est répétée jusqu'au souffle 111, la tradition affirme qu'un changement plus net peut se produire. Le réseau narratif habituel du cerveau se calme temporairement, et l'obsession de soi, les commentaires internes, la tension de fond perdent de leur emprise. En d'autres termes, vous ne forcez plus une nouvelle version de vous-même. Vous commencez à respirer comme si cette nouvelle version était déjà en train d'émerger. La simplicité de la méthode est trompeuse. Ce n'est pas une respiration de plus, c'est une structure. Et c'est précisément cette précision qui la distingue des exercices habituels. Mais pour comprendre pourquoi elle pourrait produire des effets mesurables bien au-delà de la sensation de détente, il faut maintenant aller plus loin, vers la biologie profonde du changement. C'est ici que beaucoup de personnes commencent à regarder la respiration autrement, non plus comme un simple mécanisme biologique, mais comme un levier capable d'agir bien plus profondément qu'on ne imagine. Car lorsqu'un rythme respiratoire précis modifie durablement l'état du système nerveux, il ne change pas seulement une sensation passagère, il peut aussi influencer des couches plus intimes de votre biologie. Des travaux souvent associés à la Harvard Medical School ont ouvert une piste fascinante. Certaines pratiques respiratoires et contemplatives semblent activer des mécanismes liés à la régulation du stress, à la clarté cognitive et à la réparation cellulaire. Dit simplement, le souffle ne déplacerait pas seulement de il déplacerait aussi de formation. Il signalerait au corps il doit rester en mode alerte ou il peut enfin passer en mode adaptation, récupération et réorganisation. C'est ce qui rend cette approche si différente des discours superficiels sur le bien-être. Ici, il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux pendant quelques minutes. Il s'agit de comprendre qu'un état respiratoire répété peut devenir un message biologique. Un message qui dit au cerveau, au cœur et au reste du corps que le danger est peut-être plus la consigne principale. Les travaux de Sarah Lazare sur l'imagerie cérébrale ont aussi contribué à cette bascule de regard. Ils ont montré que certaines pratiques régulières liées à l'attention et à la régulation intérieure pouvaient être associées à des changements mesurables dans des zones impliquées dans la mémoire, autorégulation et la perception de soi. Cela ne veut pas dire qu'une seule technique explique tout, mais cela renforce une idée essentielle. Le cerveau n'est pas un bloc figé. Il répond à ce que vous répétez. Et c'est là que surgit une distinction décisive. Beaucoup de gens veulent changer leur vie. Ils visualisent. Ils écrivent des objectifs. Ils répètent des intentions. Et pourtant, rien ne bouge vraiment. Pourquoi ? Parce que l'intention consciente part dans une direction, tandis que le système nerveux envoie un signal opposé. Une partie de vous dit « oui ». L'autre reste organisée autour de la peur ancienne, du doute et de l'anticipation du manque. La réalité que vous traversez,
semble souvent réagir moins à ce que vous affirmez que à l'état que vous émettez en continu. Si cet état est incohérent, le message devient brouillé. Vous demandez l'ouverture, mais votre corps diffuse la contraction. Vous cherchez la nouveauté, mais votre physiologie répète l'ancien. Vous appuyez sur l'accélérateur tout en gardant le pied sur le frein. La cohérence, au fond, est peut-être cela. Quand la pensée, le souffle, le rythme cardiaque et l'état émotionnel cessent de se contredire. Quand le corps ne sabote plus silencieusement ce que l'esprit essaie de construire. À partir de là, la respiration ne sert plus seulement à calmer. Elle devient une manière d'unifier le signal que vous envoyez à vous-même et au monde. Et c'est précisément pour cette raison que la suite logique N et pas D, y croire aveuglément. C et de L, expérimenter de façon concrète pendant quelques jours seulement. Assez longtemps pour observer si quelque chose, même subtil, commence à se réorganiser. À ce stade, le plus intéressant N est plus la théorie, C est l'expérience. Car une méthode comme celle-ci ne prend vraiment sens qu'au moment où elle passe du concept au vécu. Les moines avaient compris quelque chose que la science moderne commence seulement à nommer avec plus de précision. Et l'observateur modifie ce qu'il observe. Et lorsqu'un être humain change durablement son état intérieur, il ne regarde plus le monde de la même façon. Il sélectionne autrement, il réagit autrement, il décide autrement. Certains chercheurs parlent aujourd'hui de cohérence psychophysiologique. Des autres explorent des hypothèses plus audacieuses autour de la cohérence quantique dans certaines structures du vivant. Le point essentiel N n'est pas de transformer cela en dogme. Le point essentiel est plus simple. Quand le souffle, le cœur et l'attention entrent dans une forme d'ordre commun, cet ordre devient mesurable. Des outils comme ceux développés par HeartMath ont montré qu'un état interne plus cohérent accompagne souvent D, une plus grande stabilité émotionnelle, D, une meilleure clarté mentale et D, une perception moins fragmentée. C'est pour cela que le test le plus honnête consiste à essayer pendant 7 jours, pas une fois, pas quand vous y pensez, 7 jours de suite. Chaque matin, réveillez-vous 7 minutes plus tôt, asseyez-vous dans un endroit calme, gardez le dos droit, sans rigidité. Puis pratiquez la structure complète avec sérieux et régularité. Ne cherchez pas un résultat spectaculaire, cherchez un signal. Après chaque séance, prenez 2 minutes pour écrire ce que vous remarquez. La qualité du sommeil, les rêves, le niveau d'énergie, le calme intérieur, la vitesse de vos pensées, les émotions dominantes, les synchronicités éventuelles, une conversation inattendue, une décision que vous repoussiez depuis longtemps, une impression nouvelle de netteté. Parfois, les premiers effets ne sont pas impressionnants. Ils sont subtils. Un peu plus de silence mental, un peu moins de tension dans le corps, une capacité nouvelle à ne pas réagir automatiquement. C'est souvent ainsi que les vraies bascules commencent. Non par un choc spectaculaire, mais par une réorganisation discrète. Quelque chose se détend, quelque chose s'aligne. Et ce léger déplacement intérieur finit par modifier votre manière d'habiter la journée. Les changements les plus fins sont souvent les premiers signes d'une transformation plus profonde. Vous voulez que je continue avec la partie 7. Une fois que vous aurez réellement ressenti ce que cette ancienne technique peut produire dans votre système nerveux, vous ne regarderez plus jamais votre souffle de la même manière. Vous comprendrez qu'il ne sert pas seulement à vous maintenir en vie. Il règle votre état intérieur. Et cet état intérieur influence ensuite votre perception, vos choix, vos émotions, votre attention, et même les opportunités que vous remarquez ou laissez passer. Le souffle agit d'abord comme un pont, puis comme un levier, puis comme une porte. Quand le corps cesse de croire qu'il doit simplement survivre, l'esprit retrouve de l'espace. Quand l'esprit retrouve de l'espace, il recommence à voir plus clair. Et quand cette clarté revient, une autre façon d'habiter, la réalité devient possible. C'est et peut-être cela, au fond, la vraie promesse de cette méthode. Non pas devenir quelqu'un d'autre par la force, mais retirer peu à peu le bruit qui vous empêchait déjà accéder à une version plus stable, plus lucide et plus alignée de vous-même.
La question N est donc plus de savoir si cette pratique est censée fonctionner. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à observer ce qui devient possible lorsque votre cerveau, votre souffle et votre attention cessent enfin de tirer dans des directions opposées. Alors faites l'expérience sérieusement pendant 7 jours, sans croyance excessive, sans rejet automatique, avec curiosité, rigueur et honnêteté, puis regardez ce qui change en vous, autour de vous, et dans votre manière de répondre au monde. Si vous le souhaitez, partagez ensuite ce que vous avez observé. Et il reste encore un point dont je n'ai pas parlé, ce qui se joue réellement au 111e souffle. C'est précisément cette partie que les moines considéraient comme la plus sacrée et comme la véritable porte. Vous avez envie que je continue avec la partie suivante.